Audrey Hepburn, la grâce, l'élégance, le charme et le talent incarné, vient de mourir chez elle en Suisse. Elle avait 63 ans. Audrey Hepburn était une icône d'Hollywood. Vous joindrez-vous à moi? Lauréate d'un Oscar, nommée 10 fois aux Golden Globes, son élégance rare a illuminé les salles obscures pendant plus de 3 décennies. Je ne veux pas que mes sourcils soient plus hauts ou plus bas. Ils restent où ils sont. Tout le monde ne jurait que par elle. Elle est intemporelle. Elle a gardé la classe jusqu'au bout. Audrey était également danseuse de ballet, mannequin et humanitaire. Elle avait un cœur immense. Mais derrière cette image publique se cache la tristesse. Elle n'a jamais apprécié être une star du cinéma. Elle était proche du suicide. Et une maladie terrible. Je pense qu'elle était anorexique. Elle était très maigre. La cause de sa mort a surpris tout le monde. Audrey est morte d'un pseudomyxome péritonéal. C'est une forme de cancer très rare qui ne touche qu'une personne sur 500 000. Sa mort est survenue 3 mois à peine après son diagnostic à 63 ans. Je vais chercher à savoir comment cette star d'Hollywood, apparemment en pleine forme, a succombé avec une telle rapidité à un cancer aussi rare. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Audrey Hepburn est morte d'un pseudomyxome péritonéal. C'est un cancer très rare pour une femme de 63 ans. D'après ce que je lis, elle a été suivie par plusieurs spécialistes et elle avait bon espoir de s'en débarrasser. Je vais me baser sur les rapports médicaux et les témoignages pour en savoir plus sur le mode de vie d'Audrey et pour essayer de comprendre comment les choses ont pu si vite mal tourner. Septembre 1992, 4 mois avant sa mort. Audrey est en mission pour l'UNICEF. Elle doit attirer l'attention du monde sur la famine qui frappe la Somalie. Audrey était très affectée par la souffrance des autres, surtout des enfants. C'est pour ça qu'elle a tenu à s'engager auprès de l'UNICEF. Elle avait un cœur immense. Ce travail avec les réfugiés, c'est ce qui lui donnait sa force. Elle avait le sentiment de faire quelque chose d'important, de changer les choses et d'aider ces pauvres petits. Leur donner de l'amour, c'est facile. J'y vais le cœur lourd parce que je sais ce qui m'attend. Mais je sais que c'est mon devoir. Robert Wolders, un acteur néerlandais et son compagnon depuis 13 ans, l'accompagnent. C'est une chance. Je n'aurais pas pu le faire toute seule. Pour elle, dans ces circonstances, il faut avoir une épaule sur laquelle pleurer. Il l'adorait profondément. C'était un couple fantastique. Je pense qu'ils s'aimaient beaucoup. Je pense que sa relation avec Robert était vraiment heureuse. Pendant le vol du retour, Audrey se sent mal. Elle ressent des douleurs d'estomac qu'elle attribue à une indigestion. Elle pense qu'il s'agit d'une tourista ramenée d'Afrique, ce qui lui est déjà arrivé plusieurs fois lors de ses voyages. Elle n'était pas du genre à se plaindre. Elle prenait toujours des nouvelles de tout le monde. Mais elle minimisait toujours ce qui pouvait lui arriver. Elle a dit qu'elle pensait avoir attrapé quelque chose de bénin en Afrique. Alors que le vol se poursuit, Audrey a de plus en plus mal. Elle prend des antalgiques, mais ils sont sans effet. La douleur abdominale qu'Audrey a ressentie pendant le vol peut être due à une intoxication, mais ça peut être le signe précurseur d'un cancer. Le pseudomyxome péritonéal, contrairement à d'autres cancers, ne s'étend pas via le sang ou le système lymphatique. Il reste et prolifère dans la cavité abdominale.
Les cellules cancéreuses finissent par l'envahir totalement. Elles étranglent les intestins et appuient sur certains organes, ce qui provoque la douleur. Pour ne rien arranger, ces cancers sont rares et leur agressivité varie en fonction des patients. Et il arrive que les premiers symptômes mettent un certain temps à apparaître, ce qui complique le diagnostic. Il va falloir que je regarde dans le dossier médical d'Audrey pour identifier quand le cancer est apparu et pourquoi elle n'y a pas survécu. Audrey Hepburn est née à Bruxelles le 4 mai 1929. Elle est la fille de Joseph Hepburn, un financier austro-britannique, et de la baronne Ella van Heemstra, une aristocrate néerlandaise. Sa mère était quelqu'un de strict et d'autoritaire. Elle aimait sa fille, c'est certain, mais elle ne devait jamais le montrer. Audrey n'a que 6 ans quand son père part, la laissant avec sa mère dans la maison familiale. Son père l'a pour ainsi dire rejetée. Elle en était très triste. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Audrey, alors âgée de 10 ans, et sa mère s'installent aux Pays-Bas, pensant que ce pays restera neutre et ne sera pas envahi. Le 10 mai 1940, elle comprend son erreur. Les troupes d'Hitler franchissent la frontière. Elle a vécu des choses terribles pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis sont arrivés et certains membres de sa famille ont été tués. Elle a grandi dans ce genre d'atmosphère pendant la guerre. Pour échapper au traumatisme, Audrey se réfugie dans la danse. En 1948, elle s'installe à Londres pour assouvir sa passion. Elle obtient une place à la Roberts Dance Company. Audrey Hepburn est née avec des pointes aux pieds. C'était sa grande passion. Mais ses rêves de devenir danseuse étoile sont anéantis. 1,70 m, c'est trop grand. Alors elle se tourne vers le métier d'actrice. La chance va lui sourire en 1951 lorsqu'elle fait une rencontre fortuite à l'hôtel de Paris à Monaco. Audrey a été remarquée dans le hall de l'hôtel par Colette, l'autrice de Gigi. Elle y voit l'incarnation parfaite de son personnage. Quelques mois plus tard, elle incarne Gigi à Broadway. J'étais fascinée par sa beauté infinie. Elle avait cette finesse dans les traits, même si elle était grande et longiligne. La pièce fait un tabac. Ça lui a apporté la célébrité, une célébrité bien méritée. À partir de là, ça a décollé. 2 ans plus tard, Audrey décroche son premier grand rôle dans Vacances romaines avec Gregory Peck. Vous avez ma permission de vous retirer. Je vous en remercie. Ce rôle lui vaut un Oscar. J'en suis si reconnaissante et tellement heureuse. Elle est devenue une superstar. Toutes les jeunes filles rêvaient d'être Audrey Hepburn. J'ai toujours pensé qu'elle avait une élégance naturelle. Elle devient l'une des plus grandes actrices hollywoodiennes des années 50 et 60, avec des rôles dans My Fair Lady et Diamant sur canapé. Elle est devenue tout à coup la plus grande star de cinéma. Elle avait une sorte de classe infinie. Elle était très cinégénique. Elle le savait et elle en a tiré avantage. Son élégance, sa minceur et son allure juvénile ont fait d'elle une figure iconique d'Hollywood pour le restant de sa vie. Audrey est devenue une star grâce à ce qu'elle incarnait. Je pense que les douleurs abdominales dont Audrey souffrait après son voyage en Somalie étaient dues à son cancer. Je me demande si elle n'a pas attrapé une maladie qui aurait diminué ses défenses immunitaires, ce qui l'aurait empêché de lutter contre son cancer.
L'Afrique est un continent à haut risque sanitaire pour les touristes, qui peuvent être exposés à plusieurs pathogènes, dont des bactéries et des parasites liés à de graves maladies comme la malaria, la dengue, la méningite, le choléra, la typhoïde et la dysenterie. Ces bactéries et ces parasites pourraient semer le chaos dans un organisme déjà en lutte. Octobre 92. Tolochenaz en Suisse, 3 mois et demi avant la mort d'Audrey. De retour chez elle, la comédienne consulte un médecin au sujet de ses douleurs abdominales. Ce dernier pense qu'elle a attrapé un parasite digestif en Somalie et lui prescrit un traitement à base de métronidazole, un puissant antibiotique. Le métronidazole fonctionne en cassant l'ADN des cellules microbiennes. C'est un antibiotique à large spectre qui peut traiter beaucoup d'infections. 5 jours plus tard, Audrey se sent toujours mal. La douleur est extrême. Elle suit le traitement prescrit par son médecin, mais elle semble ressentir des effets secondaires terribles. Ce médicament semble aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Les antibiotiques commencent à agir très vite sur les infections. Elle aurait dû se sentir mieux au bout de quelques jours. Mais manifestement, ça n'a pas été le cas. Elle a développé d'autres symptômes, des nausées, des vomissements, qui peuvent être des effets secondaires. Ce qui est clair, c'est qu'Audrey ne souffrait pas d'une simple infection. Et il y a un autre élément dans le mode de vie d'Audrey auquel il faut s'intéresser. Un facteur de risque majeur de maladies comme le cancer, la cigarette. En 1961, Audrey est à New York. Elle vient de terminer le tournage de Diamant sur canapé où elle interprète Holly Golightly. Vous êtes les invités privilégiés d'Audrey Hepburn en personne pour la soirée la plus folle que New York ait jamais connue. Attention! Elle participe à une séance photo promotionnelle avec sa robe noire iconique dessinée par Givenchy, qui allait devenir l'un de ses grands amis. On la voyait à l'écran presque toujours avec une cigarette, censée la détendre et soulager son anxiété. Audrey n'a jamais été heureuse d'être une star. Elle n'aimait pas ça. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Elle était timide et assez mélancolique. Être acteur, ce n'est pas de tout repos. Il faut savoir sortir des émotions et les oublier à nouveau en quelques minutes. Ce n'est pas facile. Je suis désolé de le dire, mais Audrey fumait cigarette sur cigarette. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle ne pensait pas qu'elle avait le talent qu'on lui reconnaissait. C'était une femme passablement anxieuse. Audrey commence à fumer à l'âge de 15 ans. Pendant près de 50 ans, elle fume jusqu'à 3 paquets par jour. Il s'agit peut-être d'un mécanisme de compensation inadapté. Les fumeurs ont cette sensation d'être apaisés par la cigarette. Ils l'associent au fait de faire une pause et de sentir l'anxiété disparaître en prenant quelques bouffées de fumée. Les fumeurs pensent que la cigarette réduit l'anxiété. En fait, elle l'augmente, ainsi que la tension artérielle. La nicotine induit une sensation de détente, mais elle n'est que temporaire et laisse rapidement la place au syndrome de manque et au besoin impérieux de recommencer. Non seulement ça ne soulage pas l'anxiété, mais des centaines de produits toxiques se retrouvent dans votre sang. Certains entraînent des mutations génétiques qui peuvent former des tumeurs sur des cellules saines. En général, elles apparaissent d'abord dans les poumons, mais on peut les trouver partout dans le corps. Fumer augmente de 75% vos risques de développer un cancer. Dans la mesure où Audrey a beaucoup fumé pendant 50 ans, son risque de développer un cancer était très élevé. Il y a souvent une raison qui pousse les gens à fumer. D'après les témoignages, même au sommet de sa gloire,
Audrey souffrait d'anxiété et de dépression. Elle a eu des périodes très sombres, de profondes dépressions, toute sa vie. Elle avait une personnalité mélancolique et elle a été au moins une fois proche du suicide. La dépression et l'anxiété peuvent contribuer au développement et à la progression de certains cancers. Quand votre système immunitaire fonctionne normalement, il combat les infections en permanence. Mais il vérifie également le développement des cellules anormales, pouvant devenir des tumeurs. L'anxiété et la dépression ont pour effet d'affaiblir les défenses immunitaires. On a même constaté qu'elles entraînent des variations inflammatoires. On a de plus en plus de preuves que le processus inflammatoire joue un rôle dans le développement du cancer. Il faut que j'en sache plus sur cet état dépressif. Les problèmes psychologiques d'Audrey ont commencé tôt, quand son père a quitté le foyer. Elle avait alors 6 ans. Quand le père d'Audrey a abandonné la famille, cette absence a eu l'effet d'un deuil. Lorsque quelqu'un d'important à vos yeux part, vous ressentez une certaine insécurité. C'est probablement à ce moment-là que cette anxiété est apparue chez Audrey. Je pense qu'elle en souffrait en silence. En 1942, elle vit avec sa mère aux Pays-Bas, sous occupation nazie. Être adolescente en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, ça devait être terrible. Elle n'a que 13 ans quand elle se met à danser dans des ballets donnés en secret pour rassembler de l'argent pour la résistance. Elle a risqué sa vie pour aider les soldats et les civils de la résistance néerlandaise. Elle était aussi active qu'elle le pouvait. Et elle a réalisé des tâches très périlleuses. Elle livrait des messages. Elle récoltait de l'argent. Quand vous êtes de la résistance, si les nazis vous trouvent, c'est fini. J'ai fait quelques représentations pour récolter des fonds pour la résistance. Et les Allemands, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Ils n'en savaient rien du tout. Audrey a été très traumatisée par la guerre. Elle était hantée par les combats. Son oncle, un magistrat, est arrêté et assassiné par les soldats du Troisième Reich. Audrey est témoin du départ de train à destination des camps d'extermination. Les traumatismes profonds vécus dans l'enfance persistent à l'âge adulte. Ils vous suivent toute votre vie. Et on sait qu'Audrey souffrait d'une dépression chronique. Il y a de grandes chances qu'elle soit liée à ces traumatismes. Il est clair qu'Audrey a été traumatisée par les événements qu'elle a vécus pendant la guerre, enfant. Mais il semble qu'autre chose soit survenue à son âge adulte, qui se serait ajoutée à cette détresse. Septembre 1954. Audrey épouse l'acteur Mel Ferrer, 8 mois après l'avoir rencontré lors d'une soirée organisée par Gregory Peck, avec qui elle a tourné dans Vacances romaines. Audrey voulait être une bonne épouse et une bonne mère. Elle a toujours eu un désir d'enfant. Elle voulait plus que tout avoir des enfants. Elle parlait sans arrêt de sa volonté d'être enceinte. Et elle a toujours été très déçue quand ça ne marchait pas. Après 5 mois de mariage, alors qu'elle prépare Guerre et paix, Audrey Hepburn tombe enceinte. Mais quelques semaines plus tard, elle fait une fausse couche. Ça l'a beaucoup affectée. Ça l'a traumatisée. Ça donne le sentiment qu'on ne peut plus compter sur son corps pour bâtir un avenir. Quand une grossesse commence, il y a une relation qui commence. Pas uniquement avec la grossesse, mais avec le futur bébé.
Vous imaginez sans cesse à quoi il va bien pouvoir ressembler. Vous savez que votre vie va changer. Alors lorsque ce processus est brutalement interrompu, vous êtes perdu. Lors du tournage du Vent de la Plaine en 1959, Audrey chute de cheval et se blesse au dos. Elle était alors à nouveau enceinte et subira sa seconde fausse couche. La grossesse était un sujet compliqué pour Audrey Hepburn. Elle ne faisait pas partie des femmes qui tombaient facilement enceintes. Par chance, la troisième fois est la bonne. Audrey donne naissance à son fils, Sean, en juillet 1960. Il faut que je retourne auprès de mon fils. Je dois y aller. Comment va-t-il? Il va très bien, merci. Audrey et Mel Ferrer se séparent après 14 ans de mariage. Moins d'un an plus tard, elle épouse Andrea Dotti, un psychiatre italien. Et 10 ans après Sean, elle accouche de son second fils, Luca. Pour cette grossesse, elle est restée assez longtemps alitée. C'était une grossesse compliquée, ce qui implique que cette naissance représentait beaucoup pour elle. Elle disait que sa plus grande joie était d'avoir donné naissance à ses deux fils. C'était une mère exemplaire. Elle était très proche d'eux. J'ai décidé d'arrêter de voyager autour du monde, puisque ça m'empêchait de voir mes enfants et de profiter d'eux. J'aurais détesté devoir tourner partout dans le monde et de ne pas pouvoir voir mes enfants grandir. En 1974, alors qu'Audrey et Andrea Dotti essaient d'avoir un autre enfant, l'actrice fait une 4e fausse couche. 8 ans plus tard, le couple se sépare. Il est évident que cette difficulté à avoir des enfants et ces fausses couches sont un vecteur d'anxiété et de dépression pour Audrey. Il existe des études montrant que les femmes ayant fait plusieurs fausses couches ont 2 fois plus de risques de développer un cancer de l'ovaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'Audrey avait un cancer abdominal assez rare, le pseudomyxome péritonéal, qui peut mettre longtemps à se développer et qui peut apparaître d'abord sur les ovaires. Donc, on peut dire que ces fausses couches ont pu jouer un rôle dans sa mort. Le docteur Hunter découvre que les traumatismes d'enfance d'Audrey ont eu un effet très préoccupant. Audrey Hepburn, la star d'Hollywood, est morte le 20 janvier 1993 à 63 ans d'une forme rare de cancer abdominal. Michael Hunter, médecin légiste réputé, se penche sur les circonstances exactes de ce décès précoce. Jusque-là, j'ai appris qu'Audrey fumait jusqu'à 3 paquets par jour pendant presque toute sa vie, ce qui est un facteur de risque majeur de cancer. J'ai également appris qu'elle souffrait d'anxiété et de dépression depuis son enfance et qu'elle a fait plusieurs fausses couches qui peuvent avoir joué un rôle dans le développement de sa maladie. Mais d'après certains témoignages, il existe un autre élément qui attire mon attention. Quelque chose qui pourrait aider à faire la lumière sur les circonstances de sa mort. 1968, en Suisse. Après son divorce avec Mel Ferrer, Audrey cesse de s'alimenter. Je pense qu'Audrey a perdu l'appétit parce qu'elle supportait assez mal sa séparation avec Mel Ferrer sur le plan psychologique. Certains de ses amis avaient remarqué ses troubles alimentaires. On savait qu'elle ne mangeait pas beaucoup. Pendant les tournages, on allait tous manger à la cantine de grandes assiettes de pâtes. Audrey, elle, se contentait d'une pomme et d'un morceau de fromage. Au cours d'une conversation sur le plateau, je lui ai demandé « Comment tu fais pour rester aussi mince que ça ?» Elle m'a répondu « Je commande tout ce qui me fait envie sur la carte et je ne mange qu'une bouchée de chaque plat. » Je vois qu'Audrey pesait 42,6 kg pour 1,70 m, ce qui donne un indice de masse corporelle de seulement 14. Cela correspond à une dénutrition moyenne. Quand je lis les témoignages, je vois qu'il est possible qu'Audrey ait souffert d'un trouble de l'alimentation.
Je pense qu'elle voulait rester mince. Elle était probablement anorexique. Elle était vraiment maigre. Pour une danseuse, faire attention à sa ligne, ça fait partie du métier. C'est une sorte d'obligation. Les femmes atteintes d'anorexie ont 2 fois plus de risques de mourir d'un cancer. On ne sait pas vraiment quel est le lien de cause à effet. Mais ces troubles de l'alimentation ont un effet significatif sur la santé. L'anorexie entraîne également un risque important de fausses couches et de bébés mort-nés, en raison du stress que peut ressentir le fœtus. Cela peut expliquer les fausses couches d'Audrey. Mais j'ai également remarqué un élément remontant à la Seconde Guerre mondiale, qui a pu jouer un rôle dans l'apparition de ce trouble alimentaire et donc sur son état de santé. Dès son enfance, Audrey a un rapport complexe à la nourriture. Elle a vécu l'occupation alors qu'elle était en pleine croissance. Il aurait fallu qu'elle puisse manger à sa faim, ce qui était loin d'être le cas. C'était la famine. Hiver 1944. Le régime nazi commence à faiblir. Les troupes d'Hitler ferment les routes menant aux Pays-Bas. Les stocks de nourriture s'amenuisent. À une certaine époque, sa mère et elle ont connu la famine. La vraie. Il pouvait se passer plusieurs jours sans aucune nourriture. Elles allaient dans un parc manger des bulbes de fleurs. Il fallait qu'elle trouve le moindre gramme de choses à manger. En février 1945, chaque semaine, plus de 500 Néerlandais sont morts de faim. Audrey est tellement affaiblie qu'elle n'arrive même plus à monter les escaliers. Je vois que cette malnutrition a entraîné une anémie chez Audrey, ainsi qu'un ictère et des édèmes visibles au niveau des bras et des jambes. En situation de malnutrition avancée et prolongée, le corps, en carence de protéines et de minéraux, n'arrive plus à réguler la rétention d'eau. Elle commence à s'accumuler, d'abord dans les poignets et les chevilles. Donc, c'est un signe que la malnutrition d'Audrey était à un stade très avancé. Des études ont démontré que les femmes ayant vécu des épisodes de famine en hiver 1944 ont subi de sévères carences en calories dans leur enfance, qui ont multiplié leur risque de cancer de l'ovaire. Une autre étude montre que les femmes comme Audrey, qui ont vécu des restrictions caloriques brutales dans l'enfance, sont plus propices au cancer du côlon. Le pseudomyxome péritonéal est un cancer du côlon. Mais cette malnutrition est survenue 50 ans avant sa mort. Ça ne peut donc pas en être la cause principale. Dieu sait que je connais la valeur de la nourriture. À la fin de la guerre, j'ai été atteinte d'une malnutrition à un degré assez élevé. J'aurais pu en garder de très lourdes séquelles. À la Libération, en avril 1945, un soldat néerlandais offre à Audrey plusieurs barres de chocolat qu'elle dévore avidement. Ce que je préfère, ce sont les sucreries. Une boîte de chocolat, du pain, du beurre et beaucoup de confiture. Tout ce qui est sucré. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'ai faites, c'était d'avaler une boîte entière de lait concentré. Je m'en suis rendue malade. C'est l'époque où elle commence à fumer. Toute sa vie, elle a associé les sucreries et la cigarette à un sentiment de liberté. Elle ne prenait pas réellement plaisir à manger, au sens strict du terme. Elle mangeait quand il le fallait. Le fait de contrôler quand et quelle quantité elle mangeait lui procurait sans doute un sentiment de sécurité. Le seul aliment sur lequel elle n'exerçait aucun contrôle était le chocolat. C'est quelque chose qui lui est resté toute sa vie. Il est clair que cet épisode de dénutrition et ce recours aux sucreries et à la nicotine comme anxiolytique ont eu un impact non négligeable sur sa santé, qui a perduré pendant toute sa vie adulte. « 1er novembre 1992. Hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles, 2 mois et demi avant la mort d'Audrey. L'actrice souffre de douleurs abdominales. Robert, son compagnon, l'a persuadée de prendre rendez-vous aux États-Unis auprès des meilleurs spécialistes.
Le chirurgien décide d'introduire une caméra endoscopique dans son abdomen pour tenter de déterminer ce qui l'a fait souffrir. Il a été décidé de procéder à une laparoscopie. C'est une intervention chirurgicale consistant à insérer une caméra dans l'abdomen et le pelvis. C'est la meilleure façon d'explorer cette partie du corps pour faire en sorte d'établir d'où peuvent provenir ces douleurs. Malheureusement pour Audrey, l'examen a révélé une tumeur du côlon. Quelqu'un m'a appelé et m'a dit « Audrey est à l'hôpital ». C'est là que j'ai appris qu'elle avait un cancer. Le chirurgien a retiré une trentaine de centimètres d'intestin et a placé Audrey sous alimentation parentérale. Je vois également qu'une chimiothérapie standard a été prescrite pour quelques semaines. Si le cancer ne s'était pas encore étendu, l'association de ces traitements aurait amélioré le pronostic vital d'Audrey. J'ai discuté avec elle. Elle m'a dit « Tout va bien. Le traitement a commencé. On verra bien ce que ça va donner. » 9 décembre 1992, hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, 2 mois avant sa mort. Audrey se remet de l'opération où une partie de son intestin a été retirée. Mais la douleur s'intensifie. Le chirurgien décide d'opérer ce qui semble être une occlusion intestinale. Au cours de l'intervention, il constate que le cancer s'est étendu. Il est devenu inopérable. Tout le monde était passé à côté. C'était une forme de cancer très rare qui a pris tout le monde par surprise. Et c'était très grave. Quand j'ai entendu ça, j'ai espéré qu'ils se soient trompés. Ils s'y sont pris trop tard. La tumeur d'Audrey était un adénocarcinome indétectable qui s'est d'abord développé dans les glandes sécrétant le mucus à l'intérieur des organes. Ces tumeurs ont produit un mucus gélatineux sur les parois de l'abdomen. Ce mucus a fini par envahir la totalité de la cavité abdominale, faisant pression sur les intestins et d'autres organes. Pour retirer les cellules cancéreuses de la cavité abdominale, le meilleur traitement serait un lavage à l'eau chaude mélangé à un traitement chimiothérapeutique. Mais en 1992, ce traitement n'existait pas. Audrey n'aurait donc pas pu en bénéficier. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais dit « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Pas une seule fois. Bien au contraire, elle disait « J'ai vécu une vie fantastique ». Elle a accepté la maladie avec beaucoup d'élégance. Je crois que si elle était aussi stoïque, c'est en raison de tout ce qu'elle a vécu quand elle était adolescente, pendant la guerre. 19 décembre 1992, aéroport international de Los Angeles. À quelques jours de Noël, Audrey souhaite retrouver sa maison et ses enfants, Sean et Luca, restés en Suisse. Robert Walders a dit qu'il voulait retourner en Suisse, à la maison. Mais Audrey est sous morphine. Son oncologue juge que le vol serait trop dangereux. Elle était trop faible pour pouvoir prendre un vol régulier. Hubert de Givenchy, son ami, fait affréter un jet d'affaires pour qu'elle puisse rentrer auprès des siens pour Noël. C'est bien qu'elle ait pu rentrer chez elle. Ses fils et toute sa famille étaient à ses côtés. Ça ne pouvait être que bénéfique. Le 25 décembre 1992, à Tolochenaz, Audrey et sa famille invitent Christa Ross à se joindre à eux pour fêter Noël. On a passé la journée ensemble. On a déjeuné. Elle a beaucoup apprécié ce moment. C'était fantastique. Le 13 janvier 1993, Audrey se sent assez forte pour se promener dans son jardin avec Robert, son compagnon, et Christa. Elle passait beaucoup de temps au lit, mais elle adorait son jardin. On s'y promenait, elle regardait les fleurs.
Mais au bout d'un moment, elle n'en avait plus la force. Le 17 janvier, son état de santé se dégrade. Elle est clouée au lit. J'appelais pour demander si je pouvais passer. Il me répondait « Oui, elle veut te voir. Viens ». Alors j'étais très souvent chez elle. On discutait. Pas très longtemps parce qu'elle était fatiguée. La fatigue est très courante dans les dernières phases du cancer. Le taux d'hémoglobine est considérablement réduit. Les cellules n'ont plus assez d'oxygène. La fatigue s'accroît et le patient finit par tomber inconscient. Le 20 janvier, Audrey devient de plus en plus somnolente. C'était terrible de la voir souffrir comme ça. Je ne voulais pas croire qu'elle était en train de mourir. Et pourtant, c'est arrivé. C'était horrible. Il y a eu comme un grand vide. Ses fils lui disent au revoir. Audrey Hepburn, la grâce, l'élégance, le charme et le talent incarné, s'est éteinte à son domicile en Suisse des suites d'un cancer. Elle avait 63 ans. J'ai perdu l'une des personnes les plus importantes de mon existence. C'était une sœur, une mère, une amie. Je n'arrivais pas à croire qu'elle ne serait plus jamais là. Quelle tristesse ça a été. Quand Audrey est morte, Robert m'a envoyé une photo d'elle quand elle était petite fille. Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai conservée, j'y tiens beaucoup. Quand j'ai appris la nouvelle, mon cœur s'est arrêté. Où qu'elle ait pu aller dans le monde, on avait l'impression que le soleil brillait un peu plus, juste par sa présence. La cause de la mort d'Audrey Hepburn est un pseudomyxome péritonéal avancé, une forme très rare de cancer qui ne touche qu'une personne sur 500 000. Les médecins ont eu du mal à établir si la maladie était apparue sur son appendice, un ovaire ou le côlon. Mais il avait déjà beaucoup d'avance et s'était propagé dans toute la cavité abdominale. Contrairement aux autres cancers, il se développe très lentement. Il reste asymptomatique et quand il se révèle, il est déjà trop tard. C'est probablement ce qui s'est produit chez Audrey. Elle est morte seulement 2 mois et demi après le diagnostic. Mais il existe un autre élément, d'apparence insignifiante, et qui pourrait pourtant être la clé de la mort prématurée d'Audrey. En 1958, Audrey joue dans Au risque de se perdre. Elle apparaît à l'écran aux côtés de son amie Patricia Bosworth. Cette période était probablement la plus importante de toute sa carrière. Elle était très professionnelle. Elle faisait des recherches approfondies pour ses rôles. On nous a envoyés au couvent, on a vécu avec des nonnes, on a parlé avec elle. Elle tenait à ce que ce rôle soit crédible. Audrey tourne certaines scènes dans l'hôpital d'une mission en 1958, dans ce qui était alors le Congo belge. C'est l'Afrique subtropicale. Le climat est écrasant. La région était peuplée d'insectes de la taille d'une main, de serpents. Les gens attrapaient la dysenterie. Mais Audrey a très bien tenu le coup pendant la plus grande partie du tournage. Lors d'une scène, elle doit apparaître avec un singe. Mais au cours d'une prise, il la mord. Elle se sent rapidement mal. Ça a retardé un peu la production. Mais Audrey était trop professionnelle pour faire arrêter le tournage toute une semaine. Elle a dit « On y retourne, allez ». C'était une guerrière. Après avoir quitté le Congo, Audrey se plaint encore de nausées, de vomissements et de douleurs abdominales.
Les morsures de singe ne sont pas à prendre à la légère. Elles sont vectrices de maladies comme la rage ou peuvent transmettre le SV40, un virus. Certaines études démontrent que ce virus peut entraîner des cancers chez l'homme. Mais en général, les cancers associés à ce virus siègent plutôt dans le cerveau ou sur les os, ce qui n'était pas le cas de celui d'Audrey. Par ailleurs, le singe qui a mordu Audrey lors du tournage était un Cercopithèque Usher. Seuls les macaques sont porteurs du virus SV40. Le Cercopithèque ne fait pas partie de ce groupe de singes. Donc, je vais rayer cette morsure de la liste des suspects potentiels. Les pseudomyxomes péritonéaux sont si rares qu'il n'y a que peu de recherches à leur sujet. Je vois que la tumeur a pu apparaître sur l'appendice, mais on n'en aura jamais la certitude absolue. On ne sait pas bien à quoi sert l'appendice. Selon une théorie, il permet de stocker des bactéries bénéfiques qui redynamisent le système digestif. Si le cancer d'Audrey est apparu à cet endroit, alors il est possible que les problèmes digestifs qu'elle a connus, à commencer par sa malnutrition à l'adolescence, ont pu jouer un rôle. Mais le pseudomyxome péritonéal peut aussi apparaître sur les ovaires. Or, on sait qu'Audrey a eu quelques problèmes là aussi en faisant plusieurs fausses couches. Certains cancers apparaissent au hasard, d'autres sont un tragique coup du sort. Mais je ne peux pas dire que les traumatismes qu'Audrey a vécus pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont joué aucun rôle. Elle a été victime d'une malnutrition sévère qui a conduit à des troubles alimentaires qui ont perduré toute sa vie, associés à une anxiété et à une dépendance tabagique qu'on ne peut laisser de côté. Il faudrait mener plus d'études cliniques et plus de recherches pour mieux comprendre cette pathologie rare qui touche une faible partie de la population, mais dont Audrey a hélas été victime. Quand j'étais petite, on m'a dit qu'attirer l'attention sur soi faisait partie des mauvaises manières, qu'il ne fallait pas se donner en spectacle. Et pourtant, j'ai vécu une vie assez belle en le faisant. Audrey était une actrice incroyable. Quand elle arrivait sur le plateau, tout le monde se taisait. Elle avait ce genre d'effet sur les autres. On disait d'elle que c'était une actrice complète. Ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle illuminait tout ce qui l'entourait. On se souviendra d'elle parce que c'était quelqu'un de naturellement gentil, avec un grand cœur. Audrey était de ceux qui font la différence. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on lui rend encore hommage. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. 5 années qui resteront parmi les plus belles de ma vie. Elle est restée Audrey jusqu'au bout. Et je suis vraiment très fier qu'elle l'ait fait.